Nouvelles du fleuve Sénégal, nouvelle émission ce samedi en partenariat avec l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Bonjour à tous, bienvenue. Notre voyage sur ce fleuve international se poursuit du Bafing au Bakoy jusqu'à la Falémé. Nous avons évoqué l'importance de ce fleuve qui traverse 4 États, la gestion de la ressource partagée, les ouvrages communs, les objectifs, les menaces environnementales, les crues, l'importance des barrages, les usages multiples de la navigabilité à l'agriculture, l'hydroélectricité, l'accès à l'eau potable. L'OMVS a pour mission, entre autres, de participer, d'accélérer le développement économique harmonieux des États membres autour du fleuve. Des économies se développent. Quelle contribution du fleuve au développement et à l'intégration sous-régionale? Le thème abordé aujourd'hui avec notre invité, Mohamed Fawzi Bedreddine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert au commissariat de l'OMVS, ingénieur de génie rural et coordonnateur adjoint du projet PGIR, programme de gestion intégrée des ressources en eau et développement des usages multiples. C'est cela. C'est bien ça, madame. Donc nous allons aujourd'hui aborder, comme je le disais, la contribution du fleuve au développement et à l'intégration sous-régionale. Les opportunités sont énormes autour de ce fleuve, les potentialités immenses. Justement, aujourd'hui, nous allons démarrer avec les populations riveraines. Voici tout d'abord le témoignage de Mokhtar Fall. Mokhtar Fall est membre de l'organisation amicale des agriculteurs du Waalo. Il aborde ici l'importance du barrage de Diama sur leurs activités agricoles. Je suis Mokhtar Fall. Je suis de l'organisation non gouvernementale amicale des agriculteurs du Waalo. Je suis le représentant des ONG du Sénégal au comité de bassin de l'OMVS. Moi, je suis natif de la vallée du fleuve Sénégal et je suis depuis presque une trentaine d'années, je suis les activités de l'OMVS. Donc, récemment, on vient de créer le comité de bassin. La création donc de cet outil au sein de l'OMVS, c'est pour que l'organisation puisse avoir les informations qui viennent de la base. L'objectif initial de l'OMVS, à savoir le développement de la vallée du fleuve Sénégal, surtout à nous qui sommes au bord du fleuve, qui cultivons 2 fois l'année, nous avons eu l'avantage d'avoir le barrage de Diama qui est le barrage anti-sel. Donc ce barrage anti-sel nous permet de faire 2 cultures en contre-saison et en hivernage. Ceci nous a permis quand même d'avoir des rendements assez extraordinaires parce que nous sommes passés la production de 200 à 300 000 tonnes à aujourd'hui 50 000 hectares dans la vallée. Cultivé en hivernage et en fin de saison, on n'est pas loin de 400 à 500 000 tonnes. Voilà, ça c'est une des premières activités, donc le développement agricole de la vallée. Deuxièmement, nous étions confrontés à un problème crucial des caniveaux, donc pour les agriculteurs qui sont en amont de Saint-Louis. Donc l'OMVS est venu vraiment nous régler ce problème avec le projet de gestion intégrée donc des ressources en eau de PGIR, donc en aménageant et en élargissant donc aussi bien les canaux d'amener d'eau dans le Djabel. Tous les axes hydrauliques, à savoir le Lamsar, le Djos, le Krankai, donc sont maintenant remplis et vous n'entendez plus les récriminations des populations pendant les campagnes agricoles où ils se plaignaient beaucoup de la baisse du niveau de l'eau. Donc tout ça, nous l'avons fait avec l'OMVS. Maintenant, je voulais tous les pays africains, en particulier le Sénégal, comptent sur l'autosuffisance. Dans le programme national d'autosuffisance alimentaire, l'objectif était de 1 600 000 tonnes. Mais je pense qu'on va réévaluer pour aller à 1 800 900 000 tonnes. Parce que la population entre-temps du Sénégal a augmenté. Donc nous devons donc élargir un peu les aménagements hydro-agricoles dans la vallée.
Vous venez de suivre le témoignage de Mactar Fall, membre de l'organisation amicale des agriculteurs du Waalo, qui revenait sur l'importance du barrage de Diama sur leurs activités agricoles, des acteurs au processus des acteurs qui bénéficient des ouvrages de l'OMVS. Nous sommes avec monsieur Bedreddine, Mohamed Fawzi Bedreddine. Donc je rappelle que vous êtes expert au Haut Commissariat de l'OMVS, coordonnateur adjoint du projet PGIR. Vous avez entendu le témoignage de Mactar Fall, bénéficiaire des populations qui s'interrogent très souvent et régulièrement sur la participation des acteurs au processus de prise de décision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bismillahirrahmanirrahim. Merci Madame Nia. Tout d'abord, je ne peux pas commencer mes propos sans revenir sur quelque chose qui est très important pour moi. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire d'un immense personnage qui nous a quittés. Et l'endroit où je suis me pousse à le faire. C'est M. Babacar Touré, qui pour moi était un oncle, mais aussi c'était une personne très importante dans notre système OMVS. Au niveau des États de l'OMVS, tout le monde sait le rôle qu'il a toujours joué dans la durabilité de la paix et de la stabilité de notre zone. Ceci dit, votre témoin vraiment je suis très content d'entendre votre témoin parce qu'il aborde de prime abord une thématique qui est très importante pour nous et qui est extrêmement pertinente, c'est la participation des populations. Parce que, comme vous le savez, après la création de l'OMVS par les pères fondateurs au début des années 70, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réalisés. Beaucoup de choses ont été réalisées et nous y reviendrons. Mais le plus important, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a un virage qui a été entamé, qui est celui de faire de l'OMVS des peuples et l'OMVS des populations. Parce que le travail de l'OMVS est essentiellement pour satisfaire ces populations du bassin, pour leur permettre de sortir de la pauvreté, pour leur permettre, par leur travail, et pour leur permettre d'être dans des conditions optimales pour justement développer un cadre socio-économique très important. Et donc, depuis une vingtaine d'années, comme je l'ai dit, dans toutes les activités de l'organisation, les populations ont été au cœur, ils ont été au centre. D'abord, ça a commencé par le PASI, quand on a lancé le grand projet énergie début des années 2000. Les populations ont été associées très étroitement avec le tracé des lignes. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais de toute façon, pour ceux qui veulent avoir les informations, nous sommes disponibles à le faire. Et ça a continué par les différents projets qui ont été mis en œuvre. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit, l'organisation depuis sa création, s'est attelée à mettre en place des grands ouvrages structurants qui permettent de maîtriser la ressource en eau, qui permettent de la valoriser et justement de créer un peu ce cadre socio-économique dans la zone. Mais à partir de début des années 2000, on s'est rendu compte qu'il y a certains impacts de ces ouvrages qui ont un peu, si vous voulez, rendu ces populations un peu vulnérables. Et donc, nous nous sommes attelés à mettre en place des programmes, des projets pour justement atténuer d'un côté les impacts négatifs de ces ouvrages, mais aussi de permettre à ces populations d'avoir les moyens de vivre une vie de qualité. Et donc, il y a eu différents projets qui ont été des grands projets, comme je l'ai dit, il y a eu le PASI, il y a eu le PJ, le GEF, et récemment le PGIR, nous y reviendrons, qui ont été formulés avec ces populations. Nous sommes allés voir ces populations pour nous enquérir de leurs besoins, de leurs difficultés, des conditions dans lesquelles ils vivent, pour justement formuler ces projets pour qu'ils répondent directement à leurs besoins. Et donc, ces projets ont permis de développer des activités génératrices de revenus, ont permis de développer des activités qui atténuent la pression de l'homme sur l'environnement, qui est très important, et c'est l'un des axes majeurs du programme de l'OMVS. Et donc, toutes ces populations ont été associées étroitement depuis ces années 2000. Et il y a plusieurs manifestations de cette implication. Nous avons mis en place des structures au niveau local qui peuvent suivre les programmes et qui donnent leur avis. Et leur avis compte pour la formulation de ces projets. Il y a ce qu'on appelle les comités locaux de coordination. Nous avons les associations d'usagers que nous avons mis en place autour des grands axes hydrauliques dans le delta. Nous avons les comités d'usagers qui ont été mis en place dans le haut bassin. Nous avons, et votre témoin en a parlé, le comité de bassin qui a enfin vu le jour après sa création en 2009.
il a enfin vu le jour il y a quelques mois. Et nous avons plusieurs associations aussi pour justement accroître cette participation. Je citerai entre autres les maires du bassin, les journalistes. Et donc, je pense qu'il y a un programme qui est vraiment dédié à cet aspect qui, pour nous, est extrêmement important. Parce que sans la participation des populations, je pense que nous allons nous regarder entre nous et nous n'aurons pas les résultats escomptés. Donc les populations sont associées dès le départ pour la prise de décision, puisque les populations sont au cœur des préoccupations de l'OMVS. Des domaines d'intervention de l'OMVS sont justement très vastes. Un programme commun de mise en valeur du fleuve autour des aménagements hydro-agricoles, production d'énergie électrique, navigation, environnement. Démarrons avec l'agriculture irriguée. Il s'agit d'un enjeu d'autosuffisance alimentaire et l'enjeu est de taille. Absolument. Moi, je préférerais utiliser plutôt le mot sécurité alimentaire. Parce que vous savez, autosuffisance, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Nous ne sommes plus dans les concepts des années 80 où on parle d'autosuffisance parce que le monde est connecté. Et donc, moi, je parlais plutôt de sécurité alimentaire. C'est ça le vrai enjeu. Et comme l'a dit votre témoin, vous savez, avant la mise en place des barrages, il y avait à peine 10 000 hectares qui étaient irrigables ou bien exploitables dans le bassin du fleuve Sénégal. Et après l'avènement des barrages, quand on a mis en place le barrage de Diama, il en a parlé, qui est le barrage Anticel, nous avons construit le barrage de Manantali. La combinaison de ces barrages nous donne aujourd'hui un potentiel de près de 400 000 hectares. Vous voyez donc la différence. Donc, la sécurité alimentaire a dès le début été au cœur des préoccupations des hautes autorités de l'organisation et tous les programmes ont été faits essentiellement autour de cette préoccupation. Et donc, depuis lors, les États ont chacun de son côté élaboré des politiques d'aménagement qui, de notre point de vue, ne sont pas assez intensives parce que, comme je l'ai dit, nous avons 400 000 hectares de potentiel. Aujourd'hui, à peine 200 000 sont aménagés. Si les 200 000 aménagés, nous avons les 3/4 peut-être qui sont exploités. Donc, il reste beaucoup de travail à faire parce que l'eau est là. Vous savez, le fleuve Sénégal, c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, le fleuve Sénégal, grâce à ces aménagements, est un fleuve pérenne. Nous avons entre Manantali et Diama de l'eau qui coule toute l'année, de l'eau de qualité. Et donc, pour justement valoriser cette eau, il faut intensifier les aménagements hydro-agricoles pour pouvoir l'utiliser, pour arriver à cette fin de sécurité alimentaire. Et donc, pour le moment, je pense que les politiques des États sont élaborées, les aménagements se font, les réhabilitations se font, mais il faut que, je pense que ça devrait s'accélérer un peu plus pour qu'on puisse vraiment utiliser cette eau de manière optimale. Et il y a également la question de la pêche et de l'aquaculture, c'est prévu dans le programme. Absolument. La pêche aussi fait partie des domaines qui ont été impactés par les ouvrages, parce que tout le monde connaît la place de la pêche dans nos populations riveraines du fleuve Sénégal, mais nous sommes justement en train de développer des programmes avec les pêcheurs, nous y reviendrons peut-être en parlant du PEGIR, pour justement aider ces pêcheurs à reprendre des activités optimales. Nous avons développé des programmes de pisciculture, formation des pêcheurs et construction de certaines infrastructures qui sont nécessaires pour le développement de la filière. Et donc, ça, c'est un ensemble de programmes qui ont été mis en œuvre et qui ont donné des résultats vraiment très importants. L'OMVS qui va également répondre aux défis énergétiques. Une énergie peut-être propre, bon marché? Absolument. Vous savez, ça, c'est le défi de notre siècle. L'énergie, c'est la base de tout. Tout marche aujourd'hui avec l'énergie. Le prix de l'énergie va impacter tous les prix des denrées de première nécessité, va impacter le transport, va impacter toutes les activités humaines. Et donc, ça aussi, c'est un domaine qui est très important, que l'OMVS a développé depuis sa mise en place, avec la construction de Manantali, qui est un ouvrage important, grâce auquel nous avons aujourd'hui un productif annuel de 900 gigawattheures à peu près, donc qui permet à nos sociétés d'électricité de réduire considérablement leurs factures d'énergie, parce que ces factures, si vous comparez au thermique, c'est vraiment ahurissant. Je peux vous donner juste un chiffre. Nous avons à peu près, les 10-12 premières années de l'exploitation de la centrale, l'économie faite sur les factures d'énergie des États est évaluée à environ 200 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez, donc ça c'est vraiment... et ça c'est par an, je veux dire. C'est-à-dire si on cumule, c'est à peu près par an, mais si on cumule vraiment la réalité, on est à plus de 1000 milliards depuis le début, dans les 10 premières années, 10-12 premières années. Donc vous voyez les chiffres. Et ça a permis aussi de développer un ensemble de secteurs.
Et nous continuons. Aujourd'hui, nous avons Felou qui est déjà en exercice depuis 3 ans. Nous avons Guyana qui l'année prochaine. Nous avons un grand barrage qui s'appelle Koukotamba en Guinée qui va être construit, nous l'espérons, dans les prochaines années. Un potentiel extraordinaire d'énergie hydroélectrique que l'OMVS est en train d'étudier et que l'OMVS va mettre en œuvre et qui permettra à terme d'avoir à peu près, parce que nous avons à peu près un potentiel de 2000 gigawatts qui peuvent être exploités. 2000 mégawatts de puissance installée, ce qui donnera vraiment beaucoup nous permettra même peut-être d'exporter de l'énergie en utilisant les réseaux actuels qui sont les réseaux d'Afrique de l'Ouest et ceux d'Afrique du Nord, j'espère. Mais en tout cas, c'est un programme extrêmement important qui est au cœur des préoccupations de l'organisation et sur lesquels nous travaillons, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, avec l'aide de nos États membres qui sont au cœur de ce que nous faisons, bien sûr, parce que, et là je voudrais en profiter justement pour dire l'importance de ces États, de leur accompagnement. Et je voudrais dire aussi, vous savez, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'émission, je l'ai vu, que l'OMVS peut-être est un peu méconnu au niveau des habitants et des populations de nos pays. C'est vrai que nous devons faire un peu plus d'efforts de communication. Je pense que ce que nous sommes en train de faire actuellement en témoigne, mais je pense que les États aussi doivent faire la promotion de l'OMVS. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré vraiment dans l'attitude de nos États. L'OMVS, c'est l'OMVS des États. Et donc, je pense que notre travail, nous sommes là pour justement en faire la promotion, nous sommes là pour faire connaître l'OMVS, nous sommes là pour travailler pour ces populations, mais je pense que les États doivent aussi, dans leur accompagnement, faire aussi la promotion de l'OMVS. Parce que l'OMVS, c'est un outil extraordinaire que les États ont créé, et donc je pense que les États doivent faire plus d'efforts pour la promotion de cet outil. D'accord. Des domaines d'intervention, on le disait, sont vastes, la navigabilité en fait partie. Est-ce également un domaine prioritaire? Absolument. Vous savez, mes collègues l'ont rappelé ici, dans ce studio, il y a 3 axes qui ont été définis à la création de l'OMVS. C'était les aménagements hydro-agricoles, l'agriculture, comme on l'avait dit, l'énergie et la navigation. C'est-à-dire rétablir la navigabilité du fleuve Sénégal. Si vous regardez les livres d'histoire, vous verrez que le fleuve Sénégal a toujours été navigable, a toujours été constitué une voie de pénétration au niveau de l'inland de nos États, de notre bassin. Et donc, cette navigabilité, depuis le début, depuis la création de l'OMVS, a été fixée comme objectif le rétablissement de cette navigabilité du fleuve. Et nous y travaillons. C'est vrai que c'est un projet qui a mis du temps pour sortir des cartons. Aujourd'hui, je pense que nous sommes très avancés. Très avancés, est-ce possible de naviguer le long du bassin? Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Nous venons d'effectuer un test de navigabilité avec des bateaux que nous avons acquis grâce à la coopération néerlandaise. Et il y a un de ces bateaux accompagné d'une vedette qui est partie de Diama jusqu'à Ambididi. Donc il y a à peine 3 semaines. Donc ça montre que le fleuve est navigable. Et ce bateau, c'est une barge, comme on dit dans le jargon, qui a une capacité de 600 tonnes de marchandises. Et donc aujourd'hui, le fleuve est navigable une partie de l'année, sans aménagement. Donc vous avez le Bouel Mordad qui fait des rotations touristiques. Mais pour que ce fleuve soit navigable de manière pérenne, il faut qu'il soit aménagé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on creuse, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle le dragage dans le jargon, pour que ce fleuve, son canal qui a été défini, toutes les études sont réalisées, elles sont prêtes. Le contrat commercial a été signé avec une entreprise indienne. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la mobilisation des financements. Et j'ose espérer que cette mobilisation va aller vite grâce, justement, comme je l'ai dit, à l'appui de ces États. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité. Comme je l'ai dit, le test est là pour en attester. Nous avons 2 barges qui sont là, qui peuvent travailler. Et il y a aussi un enjeu extrêmement important pour cette navigabilité, c'est le développement, l'exploitation des ressources minières qui sont dans le bassin. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de ressources minières qui tardent à être exploitées à cause justement des moyens de transport de ces produits. Et le fleuve en constitue vraiment le transport optimal. Donc nous avons, à titre d'exemple, nous avons des phosphates en Mauritanie, au Sénégal, nous avons le fer au Sénégal, nous avons d'autres minerais qui sont au Mali. Et donc, vraiment, avec la navigation, on pourra justement exploiter ces ressources minières qui auront de fortes retombées sur l'économie de nos pays. Mais aussi, rien que la navigation elle-même, aujourd'hui,
va avoir beaucoup de retombées. Parce que vous savez, imaginez-vous qu'on commence à mettre des bateaux sur le fleuve entre Saint-Louis et Ambidédi. Vous savez tout ce qui va se développer autour. Et il y a un cliché que je voudrais ici lever. On pense souvent que la navigation est faite juste pour désenclaver le Mali. Non, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Bien sûr, ça va permettre au Mali de se désenclaver. Bien sûr, ça va permettre au Mali d'avoir un accès à l'océan. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des zones dans le Sénégal oriental, il y a des zones en Mauritanie qui sont actuellement enclavées pendant une période de l'année. Et donc, cette navigation pourra aider à désenclaver ces zones et pourra aider au transport de beaucoup de marchandises et de produits pendant toute l'année. Et je pense que c'est un projet qui est extrêmement important. Les chefs d'État réunis en décembre passé à Bamako ont réitéré leur intérêt vraiment supérieur à ce projet. Et j'espère que dans les mois qui suivent, je dis bien les mois qui suivent, ce projet deviendra une réalité au grand bonheur de toutes nos populations. D'accord. Avant de nous rendre à Saint-Louis, un mot peut-être sur une question également très importante pour les populations locales. Il s'agit de la question de la santé. L'OMVS œuvre pour la réduction de l'incidence des maladies hydriques. Et ça aussi, je crois que c'est assez important dans les domaines d'intervention. Absolument. Comme je l'ai dit, ça c'est aussi une thématique qui est largement entamée dans le cadre du projet PGIR, mais je peux déjà en dire quelques mots. Vous savez, aussi développement, je reviens toujours aux infrastructures. Le développement des infrastructures aussi justement a permis le développement de certaines maladies liées à l'eau. Nous avons le paludisme, nous avons les différentes bilharzioses, nous avons les maladies tropicales négligées qui sont développées autour du bassin. Et donc l'OMVS depuis 2005 a entamé vraiment un programme, un vaste programme, en appui des États, parce que vous savez, tout ça, c'est des programmes qui sont déjà développés par nos différents États. Mais l'OMVS s'est senti le devoir, justement, d'appuyer nos États dans ces domaines. Et pour la santé, je pense qu'il y a un vaste programme qui a été mis en œuvre dans la première phase du PGIR. Il continue avec cette phase. Déjà, il y a à peu près 4 ou 5 millions de moustiquaires qui ont été distribués en première phase du PGIR. Aujourd'hui, dans la deuxième phase, nous venons de finaliser la distribution de 4 500 000 moustiquaires. Et donc tout ça aide un peu des programmes nationaux à assurer la couverture universelle de distribution de moustiquaires imprégnés. À côté de ça, nous avons la distribution des médicaments pour essayer justement de lutter contre ces différentes maladies qu'on appelle maladies tropicales négligées et pour lesquelles qui sont, vous savez, pour avoir des populations productives, il faut avoir des populations en bonne santé. C'est clair. Et donc, on essaye d'aider un peu nos États dans ce domaine au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Bien sûr, ça sans oublier toutes les activités de sensibilisation qui sont faites autour de ces maladies qui sont extrêmement importantes. D'accord. Nous allons justement à Saint-Louis où le projet de gestion intégrée des ressources en eau PGIR est intervenu dans divers volets. Agriculture, pêche, santé, plusieurs réalisations dans la région. Depuis le lancement de ce projet, Yves Tandeng, notre correspondant à Saint-Louis, nous donne quelques détails. Renforcer l'intégration régionale des 4 pays riverains du fleuve Sénégal et améliorer les conditions de vie des populations, tel a été l'objectif visé à travers la formulation du PGIR, le projet de gestion intégrée des ressources en eau. Un programme de développement multisectoriel qui a né à la seconde phase, démarré en 2014 pour une durée de 7 ans, après une première phase qui s'est déroulée de 2007 à 2013. Abdoulahad Diop est le point focal du PGIR au Sénégal. Le PGIR est articulé autour de 3 composantes principales, exécutées à l'échelle régionale et nationale au niveau des États membres de l'OMVS. Au Sénégal, le PGIR, dans sa composante 2, intervient dans le département d'Agana, Matam et Kanel pour ce qui est des volets hydroagricoles et pêche. Concernant le volet santé, le PGIR couvre 24 districts du bassin du fleuve Sénégal, notamment dans les régions de Louga, Saint-Louis, Matam, Tamba et Kédougou. S'agissant ainsi de la région de Saint-Louis proprement dite, le point focal de revenir sur quelques réalisations du PGIR dans le volet agricole. Pour le volet hydroagricole, le PGIR, à travers la SED qui est le maître d'ouvrage délégué, a réalisé des travaux de calibrage et d'endiguement du Djabel sur un linéaire de plus de 10 km, en plus de la réalisation d'ouvrages de prise pour les périmètres aménagés le long de l'axe. Le PGIR a également réhabilité les périmètres de Ndombo Thiago sur 630 hectares et construit en même temps 2 magasins de stockage à Ndombo et à Thiago. Il a aussi réalisé des unités de transformation de produits agricoles, notamment des mini-rizeries
pour le groupement féminin de Dagana et en même temps aménager 60 hectares de périmètre maraîcher dans la zone de Bardial à Dagana. Le secteur de la pêche fut également bien pris en compte par le PGIR ici à Saint-Louis. Le PGIR a réalisé d'abord une étude de caractérisation de la pêche à Dagana. Ensuite, il a appuyé les pêcheurs en matériel technique de pêche, mais également les services départementaux de pêche en matériel roulant, notamment des motos pour le suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Il s'agit notamment de la construction d'un marché à poissons à Richard-Toll et d'une aire de transformation de poissons à Thiago. À cela s'ajoute le volet santé. Pour le volet santé, confié à Inda Santé en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, il a été réalisé différentes campagnes de distribution de moustiquaires dans la région de Saint-Louis. Et la dernière remonte en août 2019. Des campagnes de distribution de médicaments sont également réalisées dans le bassin pour la lutte contre la bilharziose depuis 2016. Et l'homme de nous renseigner aussi sur les activités exécutées dans le cadre du cofinancement des Pays-Bas. Il s'agit notamment pour la région de Saint-Louis des travaux d'entretien d'axes hydrauliques à Djibendou et Derwasoul, réalisés par l'entreprise FA sur un linéaire d'environ 1,7 km. Il y a également la réalisation de stations de traitement d'eau potable pour l'approvisionnement en eau de 2 localités de la commune de Diama, Rhône et Rawet, dont les travaux sont aujourd'hui terminés. Pour rappel, le coût total du projet PGIR s'élève à plus de 240 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA, et la plus grande part de financement provient de la Banque mondiale. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng, notre correspondant à Saint-Louis, qui revenait sur les impacts sur le quotidien des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Je rappelle que vous pouvez participer en appelant au 88 628 98 98 et nous avons avec nous sur ce plateau Mohamed Fawzi Bedreddine, expert au Haut Commissariat de l'OMVS, ingénieur de génie rural, coordonnateur adjoint régional du projet PGIR, programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples. Il y a eu la première phase du PGIR 2007-2013. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs et les résultats que vous avez pu obtenir? Oui, merci. Je pense que le PGIR, c'est un projet extraordinaire. Vous savez, il est né de cette volonté justement que je disais tout à l'heure, de réduire les impacts des grands ouvrages de l'OMVS et des populations. Et justement, il n'y a pas meilleure manière d'association des populations au programme de l'OMVS que celle de les intéresser en leur développant des activités qui permettent de générer des revenus, des activités qui permettent de protéger leur environnement, des activités qui permettent de réduire l'impact des maladies sur leur santé, des activités qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie et de vraiment s'ériger en vrai acteur économique de nos pays respectifs. Et donc, ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue Lahad, mais le PGIR, comme vous le savez, c'est un projet régional, qui couvre l'ensemble des pays de l'OMVS et qui a été mis en place justement en 2004, quand nous avons commencé par exécuter le programme GEF, qui était un programme axé essentiellement sur l'environnement et la protection des ressources en terre, en eau, en terre, et donc réduire l'impact de la pression humaine sur l'environnement, sur le bassin du fleuve Sénégal. Si vous vous promenez dans le bassin aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de problèmes liés vraiment à l'action de l'homme. Les berges se sont dégradées, les gens viennent souvent faire de l'agriculture sur les coteaux au niveau des berges du fleuve Sénégal, ce qui dégrade fortement ces berges, et après ça entraîne des transports solides qui risquent d'obstruer les grands axes et d'obstruer le fleuve, et donc et ça c'est souhaitable pour personne. Et donc cette réflexion qui a été lancée justement pendant l'exécution du programme GEF avec la Banque mondiale s'est développée justement en allant vers le développement des usages multiples de l'eau grâce à ce projet. Donc si vous voyez, le titre c'est projet de gestion intégrée des ressources en eau et développement des usages multiples. Et donc nous avons essayé de couvrir l'ensemble des usages de l'eau. Et c'est pour ça qu'en le formulant en 2005, nous avons pensé à ces composantes qui sont axées, dont l'une, la deuxième, il en a parlé que c'est la plus importante chaque fois. Je rappelle que la phase 2 du PGIR, c'est juste une continuité de la phase 1, parce que la phase 1 a donné de bons résultats, et c'était un programme justement conçu en 2 phases. Mais la deuxième phase était conditionnée par la réussite de la première, qui a été fait. Et donc, les composantes ont été axées sur vraiment les thématiques majeures pour justement venir en appui à ces populations. Et donc, c'est quoi? C'est
d'abord l'amélioration des compétences de ces populations en faisant le renforcement des capacités institutionnelles dans ces populations et ces États qui sont l'émanation, l'organisation à améliorer les performances pour justement gérer ce genre de projet. Donc nous avons développé ces capacités institutionnelles parce que ça a coïncidé aussi avec l'adhésion de la Guinée qui était jusqu'en 2006 observateur et en 2006 devenu membre par entière l'organisation. Donc on a profité de ça justement pour parachever cette adhésion en développement, en consolidant les textes, en associant la Guinée et les services techniques des Guinéens à tout ce que nous faisons. Et donc le PGIR, le VGF a commencé ça et le PGIR l'a vraiment finalisé. Et donc aujourd'hui, cette participation harmonieuse de la Guinée est vraiment saluée de tout le monde. Et donc nous avons cette première composante et la deuxième composante qui est la plus importante, qui est justement la composante qui permet de sécuriser ces ressources en eau et de les valoriser. Donc d'abord nous avons la grande partie de cette composante qui est justement axée sur la sécurisation des ouvrages hydrauliques, la sécurisation de la ressource et sa valorisation. Et nous avons la pêche et la santé. Donc ça c'est au niveau de la seconde phase, de la seconde composante. Et la troisième composante qui est dédiée plutôt aux études des grands ouvrages qui restent, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un énorme potentiel dont une partie est déjà en train d'être exploitée, et il y a des ouvrages qui avaient besoin d'être étudiés et nous avons profité justement de ce projet pour parachever leurs études et agir sur certaines composantes. Par exemple, dans la deuxième phase, j'y reviendrai, nous avons un grand programme pour la réhabilitation du barrage de Diama qui est extrêmement important pour le dispositif de l'OMVS. Et donc cette première phase s'est déroulée entre 2006 et 2013, et pendant laquelle nous avons beaucoup de résultats. On n'a pas le temps ici de développer tous ces résultats, mais quelques résultats phares. Résultats phares, c'est d'abord le parachèvement de la plateforme institutionnelle et juridique de l'OMVS justement avec l'adhésion de la Guinée. Donc nous avons développé au niveau des aménagements hydro-agricoles, nous avons d'abord réhabilité ou aménagé à peu près une dizaine de milliers d'hectares dans les 4 pays, mais surtout nous avons sécurisé à peu près 30 000 hectares. Grâce à justement, comme il l'avait dit, au curage et au focardage des grands axes hydrauliques. Vous savez, avec le développement justement des ouvrages de l'OMVS, avec surtout l'aménagement des diamants, a permis d'avoir de l'eau potable toute l'année. Parce que, comme vous le savez, comme ça a été dit ici, avant le barrage de Diama, la langue salée remontait jusqu'à 200 km à l'intérieur du fleuve. Et donc, ce qui faisait que ces ouvrages, ces plantes, mon collègue Lamine en a parlé la semaine passée, ne se développaient pas parce que le sel venait et repartait. Et donc, elles n'avaient pas le temps de se développer. Mais avec l'aménagement de Diama, ces plantes ont trouvé les conditions idéales pour leur développement. Et donc, elles se sont installées. Et avec une vitesse extraordinaire. On ne s'est même pas rendu compte qu'elles étaient là jusqu'au moment où elles étaient partout. Et donc, elles avaient un impact négatif sur l'écoulement. Je passe un peu les impacts de santé, mais surtout l'écoulement de l'eau au niveau des périmètres irrigués. Et donc, il fallait justement prendre cette activité à bras le corps. Et nous avons, en 2008, je me rappelle, il y a un conseil des ministres d'ailleurs qui a été dédié à ça, et il y a des fortes résolutions qui ont été prises, et on a demandé au commissariat de se concentrer sur la lutte contre ces végétaux. Et donc, il y a eu des programmes qui ont été développés essentiellement avec le Royaume des Pays-Bas, qui nous ont permis justement d'essayer de ramener ce niveau d'infestation à un niveau qui est maîtrisable par nos sociétés de développement qui sont la SAED, la SONADER, la DRS. Et donc, avec ces programmes, nous avons pu lutter vraiment de manière durable contre ces végétaux aquatiques et permettre aux États d'aménager et d'exploiter les périmètres irrigués. Donc, ce travail a été fait aussi dans le cadre de la première phase. Et souvent, on ne voit pas l'impact direct parce que nous disons que nous avons traité 15 ou 20 ou 30 km de linéaire, mais derrière, c'est des dizaines de milliers d'hectares qui sont sécurisés. Donc ça, c'est un impact aussi que nous avons essayé de mesurer et qui est dans les documents. L'autre chose que la première phase a permis de faire, c'est justement le développement de la pêche au niveau des pays. Nous avons accompagné les pêcheurs en leur construisant certaines infrastructures indispensables à l'activité indispensables à l'exercice de leur activité.
Nous avons fait des formations extrêmement importantes, nous avons fourni du matériel, et donc je pense que nous avons participé de manière importante au développement de cette activité, sans parler de la santé aussi, comme je l'ai dit, il y a quelques millions de moustiquaires qui ont été distribués. Nous avons participé à la couverture universelle que les États mènent dans le cadre de la distribution des moustiquaires, et nous avons parachevé pendant la première phase des études de Koukutamba, nous avons fait l'étude du barrage de Gourbassi, du barrage de Boureya, donc quelques barrages qui ont été étudiés dans cette première phase, et quelques études aussi qui ont été faites autour du barrage de Diamant pour le ramener à un niveau opérationnel. Parce que vous savez, le barrage de Diamant, depuis sa construction en 1986, il n'a jamais eu de travaux de réhabilitation majeurs. Alors que, quand même, il commençait à prendre de l'âge. Et donc, ces études ont été faites. Et ceci me permet de passer directement à la seconde phase, qui est actuellement en cours de 2014-2021. Donc ce sont les bons résultats obtenus dans la première phase qui ont permis de lancer le PGIR2. Est-ce que ce sont les mêmes objectifs qui vont être poursuivis, consolidation des acquis, ou il y a des innovations dans la seconde phase au vu de la première expérience? Vous savez, la consolidation des acquis est la plus importante. Vous pouvez bien imaginer que consolider ce que nous avons fait prend une partie importante dans l'activité, parce que quand même, si on ne le consolide pas, on risque de les perdre. Donc ça, c'était vraiment l'axe majeur de la formulation du PGIR2. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a eu des innovations. Nous avons appris des leçons de l'exécution de la phase 1. Nous avons consolidé le rôle des agences d'exécution, c'est-à-dire qui nous accompagnent dans le domaine des aménagements hydro-agricoles, nos sociétés, comme je l'ai dit, la SAID au Sénégal, la SONADER en Mauritanie, la DNGR en Guinée, la DRS au Mali. Donc nous avons consolidé le rôle dans l'exécution de ces activités. Donc ça permet d'impliquer un peu plus encore les acteurs dans ce que nous faisons. Nous avons innové aussi dans le domaine de la pêche. Nous avons introduit la pisciculture, qui est extrêmement importante. Nous savons le rôle qu'elle joue dans le développement des activités de pêche dans nos pays. Donc il y a beaucoup d'étangs piscicoles qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation. D'ailleurs, ces dernières semaines, nous étions en train après la sortie de cette pandémie que nous espérons durable, cette sortie, nous espérons qu'elle sera durable. Donc on commence à réceptionner certaines réalisations de pêche. Nous avons innové avec le barrage de Diamant, parce que tout le monde était d'accord que ce barrage, il faut le réhabiliter. Donc nous avons entamé de gros travaux de réhabilitation de ce barrage. Nous avons entamé une modernisation de nos structures, aussi bien au niveau des États qu'au niveau du Haut Commissariat de l'OMVS, avec la Commission permanente des eaux. Nous avons élaboré un certain nombre d'outils. Et l'innovation principale dans le PGIR2, c'est justement cet aspect, cette préoccupation qui est le changement climatique. Comme vous savez, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui. Et le changement climatique a été introduit dans cette deuxième phase du PGIR grâce à un financement du GEF. Et nous avons entamé une grande étude de vulnérabilité pour connaître un peu comment est la vulnérabilité de notre bassin par rapport à ces changements climatiques. Et nous sommes en train d'exécuter un certain nombre de projets pilotes justement visant à réduire les impacts et à atténuer les impacts de ces changements climatiques au niveau de nos États, avec bien sûr en collaboration avec les services concernés au niveau de nos États, parce que comme vous savez, chaque État a un programme national justement pour lutter contre les changements climatiques, mais nous venons en appui et nous sommes en train de réaliser certains programmes dans ce cadre. Bien sûr, sans parler de la navigation à laquelle nous avons consacré une partie du budget de cette deuxième phase pour faire certaines études qui ont été achevées et qui permettront justement de lancer le projet très rapidement. D'accord, donc nous avons un auditeur en ligne, puisque, comme vous le dites, les populations sont au cœur de la préoccupation de l'OMVS. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Vous pouvez vous présenter? Merci bien. Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis ancien député maire de Kidira et également membre du comité de veille et d'alerte Sénégal-Mali pour la protection de la Falémé. D'accord. Vous avez une préoccupation particulière? Oui, madame Nian, j'ai suivi les différentes interventions. Je me rends compte que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau du bassin, au niveau de la vallée, notamment du fleuve Sénégal, mais que au niveau de la Falémé, donc l'affluent principal, on se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, le fleuve Sénégal, c'est un tout. Et à partir du moment où il y a des initiatives qui sont faites avec le projet PGIR,
il ne faudrait pas qu'au niveau de la vallée, que les populations se sentent aussi délaissées. Il urge en tout cas d'abord de les impliquer dans toutes les initiatives qui sont prises au niveau de l'OMVS, aussi bien les différentes organisations de pêcheurs, d'agriculteurs, d'éleveurs, tous les usagers de la Falémé, mais également qu'on s'occupe de la sécurisation de la Falémé. Aujourd'hui, la Falémé se trouve être très menacée. Menacée même dans son existence avec les orpailleurs qui ont pollué pratiquement le cours d'eau et le lit également enregistre beaucoup d'excavations, donc le lit du fleuve est complètement dégradé et nous pensons qu'il faudrait que dans le comité du bassin, qu'il puisse y avoir également une autre structure qui a ses problèmes propres, ses spécificités au niveau de la vallée du Sénégal. C'est vrai qu'on a impliqué les maires, on a impliqué les ONG au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, mais que les différents acteurs qui sont au niveau de la Falémé et qui sont très impactés aujourd'hui avec l'orpaillage clandestin, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose pour eux, les intéresser dans les différents programmes de formation au niveau des programmes relatifs à la santé, à l'éducation, à l'agriculture, à la pisciculture, qu'ils puissent sentir qu'ils sont également, qu'ils font partie, en tout cas, des bénéficiaires de tous les programmes initiés par l'OMVS. Voilà, Madame Niang, ce que je voulais dire et vous remercier encore et vous féliciter pour cette émission qui commence vraiment à me plaire et chaque samedi, Inch'Allah, je serai un de vos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Diallo, ancien député maire de Kidira. Vous l'avez entendu, Monsieur Mohamed Fawzi Bedreddine. Il revient sur la principale préoccupation, peut-être davantage élargir les bases pour permettre aux populations de se sentir davantage impliquées. Sa préoccupation concerne également la Falémé avec l'exploitation artisanale de l'or et ses impacts. Oui. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt et je partage les préoccupations de M. Diallo. Et je pense que mon collègue Lamine Ndiaye, la semaine passée, est revenu très largement sur ces aspects. Bon, je ne vais pas reprendre ici tout ce qu'il a dit, mais juste pour rassurer M. Diallo que cette problématique de la Falémé, de la pollution occasionnée par l'orpaillage traditionnel est vraiment au cœur des préoccupations actuelles du Haut-Commissariat et des autorités de l'OMVS. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour justement prendre en charge cette préoccupation et lui trouver un résultat durable, une solution durable. La solution durable, de mon point de vue, est la construction très rapide, j'espère, du barrage de Gourbassi. Parce que vous savez, la Falémé est l'un des affluents importants du fleuve Sénégal. Et elle participe elle a un apport qui est très important dans les eaux du fleuve Sénégal et nous, c'est un enjeu pour nous de la réguler, donc de construire ce barrage de Gourbassi qui va permettre la régulation de cette Falémé, qui va permettre d'améliorer les conditions de navigabilité, qui va permettre d'améliorer aussi les conditions d'irrigation dans le bassin. Et donc, c'est un ouvrage très important et je pense qu'avec la construction de cet ouvrage, tous ces problèmes seront pris en charge. Quand on construit un barrage, on fait beaucoup de choses à côté. Et bon, malheureusement, la Falémé n'est pas dans le champ d'action du PGIR, mais nous développerons de nouveau d'autres programmes très bientôt et nous prendrons en charge justement cette préoccupation et je pense que c'est tout à fait légitime. D'accord. Pour reparler du PGIR justement et de ses bénéficiaires, ce sont plus de 4,5 millions, je crois, de bénéficiaires. Qui sont exactement ces bénéficiaires? Et je vois dans le projet qu'il y a cette préoccupation liée à la création d'emplois, à la lutte contre la pauvreté. Donc au-delà des bénéficiaires connus comme les agriculteurs, les pêcheurs que vous avez évoqués, il y a d'autres populations qui peuvent forcément bénéficier des actions du PGIR. Vous savez, les bénéficiaires du PGIR, c'est les populations du bassin de manière générale. Donc, on ne fait pas de distinction entre les catégories de population. Donc, les 4,5 millions que vous évoquez, c'est
justement les bénéficiaires directs et qui ont bénéficié, ou direct. Ça, ce chiffre est lié à la distribution des moustiquaires, parce que c'est 4 500 000 moustiquaires qui ont été distribués, et donc qui ont permis justement d'avoir ces 4 500 000 de personnes impactées. Et je précise que sur ces 4 500 000, il y a 51% de femmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, et l'autre chose, donc les bénéficiaires sont beaucoup plus importants. C'est beaucoup plus que 4 500 000 personnes. Si on regarde les différents domaines qui sont abordés, l'agriculture, la pêche, le focardage, le traitement des axes hydrauliques, la santé, nous sommes beaucoup plus que ça. Vous savez, ça, c'est des chiffres que nous avons avec... Quand on va faire l'évaluation du projet, nous aurons des chiffres beaucoup plus éloquents. Mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus que ça. Surtout si on élargit aux bénéficiaires indirects. D'accord. Nous avons notre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Issegna. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Badara Ndiaye. Oui. Oui, je suis géomètre expert. D'accord, Badara Ndiaye. Allô? Vous avez une question? Non, en fait, c'était juste pour participer à l'émission. On vous écoute. Voilà. Donc, je salue donc Sud FM donc, pour cette initiative. En même temps aussi, je salue notre ami Fauzi. Donc, en tant qu'acteur, c'est heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a une vulgarisation des actions de l'OMVS. Et notamment les actions menées par le PGIR. Donc, en tant qu'acteur, moi, je me réjouis que quand même, qu'on fasse une vulgarisation de ce qui se fait au niveau de la vallée et qui est initié par l'OMVS. Notamment le PGIR, moi j'ai été acteur donc, dans des opérations au niveau donc, du bassin du fleuve Sénégal, notamment pour les besoins donc d'enlever les plantes aquatiques qui sont donc au niveau des axes hydrauliques. Et ceci est très important pour l'irrigation. Donc je voulais saluer, sans beaucoup prendre votre temps, saluer ces gens et vraiment encourager l'OMVS à faire plus de vulgarisation pour que les populations puissent s'approprier ces actions et que quand même les populations sentent en fait la présence de l'OMVS. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, donc encore une fois, je salue notre ami Fauzi. Merci beaucoup. Merci Badara Ndiaye, donc, qui revenait un peu sur le rôle de l'OMVS et qui salue cette initiative de vouloir vulgariser les résultats du PGIR. Nous sommes peut-être à 2 minutes de la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Mohamed Fauzi Bedreddine, expert au commissariat de l'OMVS, ingénieur de génie rural et coordonnateur régional adjoint du projet PGIR, programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples. Aujourd'hui, si on devait peut-être rapidement tirer une petite conclusion de cette émission, vous insisteriez sur quoi? Moi, j'insisterai. Je pense que je remercierai d'abord CDFM pour l'accompagnement qu'elle nous apporte dans cette quête de communication, de nous rapprocher un peu plus des populations du bassin. Je pense que le travail que nous faisons est essentiellement destiné à ces populations. Et je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour que les différents habitants de notre système OMVS connaissent un peu plus le travail de l'organisation. Je sais que dans certaines manières scolaires, l'OMVS est cité, mais juste cité. Donc je pense, j'inviterai nos amis du ministère de l'Éducation nationale à aller un peu plus loin. Et à réactualiser surtout le contenu. Oui. Nous avons une grande initiative actuellement qui est en cours, c'est de reviver les places OMVS, parce que nous avons au niveau de chacune de nos capitales une place OMVS. Et donc, le commissaire actuellement est en train de travailler sur l'aménagement de ces places. Et donc, ce sera l'occasion, je pense, pour que justement ces éducateurs puissent faire connaître l'OMVS un peu plus en incluant dans les cours des visites de terrain pour visiter ces places OMVS. Dakar, Bamako, Conakry et Nouakchott. Et donc je pense que ça permettra à l'OMVS d'occuper un peu plus de place au niveau de ces ménages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Mauritanie, au Sénégal, surtout à Dakar, chaque fois qu'on ouvre le robinet, il y a un travail de l'OMVS qui est là. Chaque fois qu'on allume une lumière
une ampoule ou qu'on allume un téléviseur, il faut savoir que l'OMVS contribue à ça. Donc ça c'est important. Donc, ça va même jusque dans le plat du repas du midi. Le repas du midi avec le bon keb qui est produit par nos agriculteurs au niveau de la vallée, avec le bon poisson aussi qui est pêché par nos pêcheurs au niveau du fleuve. Je vous invite à goûter le poisson du fleuve, il est extrêmement bon. Donc tout ça pour dire que l'OMVS il est partout, mais il faut vraiment aller un peu plus loin. Je vous informe aussi que le commissaire de l'OMVS va entamer au début de ce mois, la semaine prochaine, va entamer une large tournée dans le bassin du fleuve Sénégal, dans la vallée au Sénégal et en Mauritanie. Il a déjà fait la même chose au Mali, il fera la même chose en Guinée, donc pour visiter justement les réalisations de l'organisation et faire un peu plus de communication. Et donc je pense qu'on va tous, si on s'y met tous, on va réussir ces défis extrêmement importants. Et je reviens encore sur le rôle que les États doivent jouer dans la promotion de l'OMVS, parce que c'est leur outil, c'est à eux de le promouvoir. Merci beaucoup Mohamed Fawzi Bedreddine, expert au commissariat de l'OMVS, ingénieur de génie.